Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un plaisir d'être ici, de retour à Paris. Et tout d'abord, bravo à ISFL pour cette initiative. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui, en effet, quelques réflexions sur le système politique suisse, non pas bien sûr pour en faire un exposé technique, mais plutôt pour en tirer quelques conclusions générales pour l'Europe, pour la France et pour d'autres pays à propos des arrangements institutionnels qui peuvent favoriser les libertés individuelles. La Suisse n'est à cet égard pas tout à fait anodine, malgré sa petite taille, car elle figure au premier rang européen de la liberté et de la compétitivité économique, tout en ayant l'insolence de ne pas être membre de l'Union européenne. Elle est aussi l'un des pays les plus prospères du monde, derrière notamment les pays producteurs de pétrole, et elle affiche un taux d'occupation de près de 80%, un taux de chômage de 3%, ce qui tranche très fortement, vous en conviendrez, avec les paramètres dont nous sommes habitués dans les pays qui entourent la Suisse. Ce sont d'ailleurs des raisons qui font que le système suisse, ces derniers temps, a connu un regain d'intérêt, y compris en France. L'auteur et journaliste François Garçon, par exemple, a publié un ouvrage sur le système politique suisse. Nos amis de Contribuables Associés se sont également intéressés à la démocratie directe, notamment dans le processus budgétaire et dans la politique fiscale, pour limiter les dépenses publiques et la charge des impôts. Mais quitte à s'inspirer de la Suisse, je crois qu'il faut bien reconnaître les sources culturelles et institutionnelles de son succès relatif et par extension du succès européen, car nous verrons qu'historiquement, l'Europe doit précisément son essor aux mêmes facteurs. Or, si nous nous attachons aujourd'hui à la dimension institutionnelle, il y a essentiellement deux grandes constantes dans le système suisse. D'une part, la diversité et la concurrence des institutions, d'autre part, la démocratie des urnes, la démocratie directe. Permettez-moi d'abord de préciser ce que j'entends par ce titre plutôt abstrait de diversité et de concurrence institutionnelle. Il s'agit essentiellement de la fragmentation politique, de la multiplication de petits États, de cités-États et, dans le cas de la Suisse, du fédéralisme réel, et donc dans le sens d'une véritable décentralisation ou non-centralisation, ou de la division horizontale du pouvoir avec un espace central limité. Qu'entends-je par la démocratie des urnes? Nous n'en sommes pas encore à cette slide. Qu'entends-je par la démocratie des urnes? Principalement la règle de la majorité dans le processus politique. De nombreux penseurs libéraux ont critiqué la règle de la majorité dans sa version absolue et ont réfléchi à des moyens pour défendre les droits des minorités. Ce n'est rien de nouveau. On songe au grand philosophe des Lumières, Benjamin Constant, qui l'a brillamment exprimé, je cite: sur les questions sur lesquelles la loi ne doit pas se prononcer, le vœu de la majorité n'est pas plus légitime que celui de la plus petite des minorités. En d'autres termes, la règle de la majorité ne peut s'appliquer qu'à des décisions qui doivent être effectivement décidées collectivement. Personne n'aimerait soumettre à la majorité le choix de ses études, de son travail, de sa petite amie, de la musique qu'il écoute, et cela relève bien sûr de la sphère privée, comme bon nombre de décisions d'ailleurs qui ont été collectivisées ou nationalisées pour des motifs idéologiques comme les conditions de travail, le système de retraite, la santé, l'éducation, voire certaines industries. Mais l'argument libéral simplifié sur la démocratie politique est que vous ne pouvez pas manger un morceau de papier. Le papier étant bien entendu le bulletin de vote. Les meilleurs exemples nous sont donnés par les pays pauvres qui sont parfois démocratiques. Le plus grand d'entre eux, l'Inde, étant souvent nommée la plus grande démocratie du monde, l'Inde est un exemple tout à fait frappant du fait que l'on ne peut pas manger un bulletin de vote. Selon la Banque mondiale, plus de 2/3 de la population de l'Inde démocratique vivent dans la plus grande pauvreté. Or, en amont des dernières élections, le gouvernement indien a été largement critiqué pour tenter d'acheter des votes parmi les pauvres. Comment s'y a-t-il pris? Il a lancé le plus grand programme d'aide alimentaire du monde jamais réalisé jusque-là et a subventionné la distribution de riz
pour environ 810 millions de personnes, soit les 2/3 de la population indienne, pour un coût d'environ 20 milliards de dollars. Pourquoi? Eh bien parce que sa cote de popularité était en chute libre, en particulier parmi les pauvres. Ce qui semblerait généreux sur le plan humanitaire, l'est moins lorsque vous considérez que l'Inde est l'un des pays les plus réprimés économiquement, se classant 111e sur 152 pays évalués par l'indice Fraser des libertés économiques, un indice qui est copublié chaque année par l'Institut libéral. Dans les pays pauvres et démocratiques, les politiciens sont donc tout aussi tentés que dans les pays riches d'acheter des votes par le biais des largesses de l'État-providence, et s'ils ne le font pas, eh bien les gens vendent effectivement leur vote pour de la nourriture, comme cela arrive régulièrement dans les démocraties africaines, où les citoyens promettent de voter pour un candidat contre une ration de millets ou quelques dollars. Et ces réalités nous montrent que la démocratie politique en elle-même n'a aucune valeur au-delà peut-être du prix d'un vote. Il s'agit d'un processus, la démocratie est un processus de prise de décision collective, mais ce processus ne nous dit rien sur la qualité des décisions ou de la qualité de ceux qui prennent les décisions. Vous pouvez vivre en démocratie et mourir de faim. La liberté individuelle, l'amélioration des conditions de vie et l'augmentation de l'espérance de vie sont corrélées positivement à un autre type de démocratie, à savoir la démocratie des marchés, où les entrepreneurs, les investisseurs et les consommateurs votent avec leurs euros, leurs dollars ou leurs francs. C'est ce que nous appelons généralement la liberté économique, qui est bien sûr indissociable de la liberté individuelle. Mon propos dramatisé sur la démocratie politique, dans le cas de l'Inde, peut paraître surprenant dans un exposé portant sur la Suisse, qui se targue souvent d'être la démocratie la plus aboutie au monde, mais il faut bien voir que nous ne sommes plus dans un débat médiéval. L'opposition aujourd'hui n'est plus entre la démocratie et la monarchie absolue ou un État autocratique, mais en tout cas en ce qui concerne l'Europe, mais bien plutôt entre la politisation et la collectivisation de la société à travers le processus démocratique, en d'autres termes le socialisme démocratique ou la social-démocratie d'une part, et la liberté individuelle d'autre part. Or, la Suisse n'a pas été fondée en tant que social-démocratie, mais en tant que république libérale, ou plus précisément en tant que confédération républicaine de plusieurs territoires souverains. Les principes hérités lors de la fondation du pays au XIIIe siècle contre la tyrannie fiscale des Habsbourg n'étaient pas fondés sur les urnes démocratiques, mais sur les fonctions typiques d'un État limité, à savoir l'organisation de la défense contre les agressions extérieures et l'administration de la justice sur la base des droits individuels de propriété et le juge impartial. Aucune majorité n'aurait pu, dans un tel contexte, discriminer contre une minorité ou redistribuer des fonds en sa faveur, comme c'est le cas actuellement dans nos systèmes de démocratie illimitée. Le pacte confédéral de 1291 condamne explicitement le vol et prévoit que celui qui prive un autre confédéré de ses biens ou leur cause des dommages verra ses biens confisqués afin d'indemniser la victime, et il n'y avait évidemment pas de place pour un État-providence démocratique dans le contexte de telles règles. La Constitution fédérale de 1848, à son tour, qui a été calquée essentiellement sur la Constitution américaine, et qui est essentiellement une constitution libérale, limitant fortement les prérogatives du gouvernement, et en particulier du gouvernement central, les libertés individuelles comme la liberté de commerce et des échanges, la liberté de mouvement et d'établissement, et la liberté religieuse, renforçaient les règles de l'ancienne Confédération. En fait, les libéraux suisses, à cette époque, s'étaient imposés dans le débat, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, plus toujours.
ces libéraux suisses avaient délibérément mis en place un système limitant la règle de la majorité. Le premier frein puissant à cette démocratie des urnes, eh bien, c'est la fragmentation politique très poussée du pays, dans la mesure où la Constitution donne aux États fédérés, aux cantons, ainsi qu'aux communes, une autonomie très étendue et toutes les compétences qui ne sont pas explicitement déléguées à l'État central. Le gouvernement central a toujours été relativement faible et technocratique, avec 7 membres élus par le Parlement et une présidence tournante chaque année, avec un rôle essentiellement protocolaire, ce qui a contribué également à limiter considérablement son activisme, et notamment son activisme électoraliste. De nombreux Suisses, d'ailleurs, ne savent pas qui est le président actuel de la Confédération, et ils s'en fichent. En fait, une large majorité de votants, plus de 76%, a refusé l'an dernier une proposition qui voulait instituer l'élection du gouvernement central directement par le peuple plutôt que par le Parlement. Eh bien, cette proposition était en effet tout à fait contraire à l'idée d'un gouvernement central subsidiaire qui tire sa légitimité des États fédérés et non pas l'inverse. L'élection du gouvernement par le peuple aurait sans doute renforcé la démagogie. Si l'on observe les pays qui entourent la Suisse, la démagogie est l'arbitraire de la règle de la majorité ainsi que l'étatisme centraliste. Donc même dans un environnement largement démocratisé et massifié de l'État-providence d'aujourd'hui, certains garde-fous institutionnels demeurent, ce qui rend les limites constitutionnelles à l'expansion de l'État relativement robustes en comparaison internationale. Par exemple, les taux d'imposition fédéraux et les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, ces derniers sont environ 2 fois inférieurs au taux minimal en vigueur dans l'Union européenne. Eh bien, ces taux d'imposition sont constitutionnellement plafonnés, ce qui ne permet pas aux parlementaires de les relever sans la double majorité supplémentaire des cantons et des citoyens. Un frein constitutionnel à l'endettement introduit il y a une douzaine d'années empêche aussi très efficacement les majorités politiques de dépenser sans limite l'argent des autres et à se livrer à des achats discrétionnaires de vote. Ces limites à la règle de la majorité sont les raisons pour lesquelles la Suisse affiche aujourd'hui un ratio d'endettement relativement favorable de 35% du PIB, soit environ 3 fois moins que la moyenne européenne. Et le fardeau fiscal et les dépenses publiques, bien sûr encore beaucoup trop élevées selon nos standards, sont plus d'un quart inférieurs à celui de la plupart des autres États européens. Mais que penser de la démocratie directe qui, à première vue, semble la forme la plus extrême de la règle de la majorité? Eh bien, il y a ici un paradoxe, car dans l'expérience suisse de la démocratie directe, celle-ci ne tend pas, comme on pourrait le penser au premier abord, à conduire à davantage de décisions collectives et donc à davantage de collectivisme ou de collectivisation de la vie en société. La démocratie directe contribue au contraire à limiter le pouvoir politique. Il est donc inexact et superficiel, à mon avis, de considérer sans différenciation la démocratie directe comme un prolongement de la règle de la majorité politique. Dans les faits, l'institution du référendum est principalement un contrôle supplémentaire sur le pouvoir. Il limite la portée de la démocratie représentative et de la politique en général. La démocratie directe ne renforce donc pas le problème de la règle de la majorité quand elle se contente de donner un droit de veto sur l'activité politique, qu'il s'agisse de nouvelles dépenses, de réglementation ou d'augmentation des impôts. Elle constitue tout simplement un instrument de contrôle sur le pouvoir politique. Cependant, la démocratie directe peut devenir également un problème lorsqu'elle est destinée à étendre le champ des activités politiques, comme c'est souvent le cas avec les initiatives populaires, qui, au contraire des référendums, visent toutes sortes de nouvelles restrictions et interventions, mais le taux d'approbation de ces initiatives est
très faible en moyenne historique, ce qui montre l'attachement des Suisses aux limites de l'État. Un exemple récent et contraire à cette retenue traditionnelle est l'approbation d'une restriction à l'échelle nationale sur la construction de nouvelles résidences secondaires dans les localités où leur proportion dépasse déjà 20% prétendument afin de préserver le paysage. Dans un tel cas, eh bien, la démocratie directe constitue clairement une tyrannie de la majorité. De ce point de vue, la Suisse a également un problème avec sa démocratie directe, là où elle viole les droits de propriété d'une minorité. Cependant, dans l'ensemble et au fil des années, les citoyens utilisent la démocratie directe principalement pour préserver leurs libertés individuelles et leurs libertés économiques. C'est ce qui ressort d'études empiriques sur la question. Et ces dernières années, les Suisses ont d'ailleurs rejeté des propositions d'apparence alléchante dont vous avez peut-être entendu parler dans les journaux. Par exemple, une semaine de travail limitée à 36 heures, 6 semaines de vacances payées ou un salaire minimum équivalent à 3 500 €. Et pour les questions constitutionnelles, eh bien, les cantons ont également un droit de veto, ce qui limite l'activité politique, étant donné que les petits cantons ont le même poids que les plus grands. Le plus petit canton a 35 000 habitants, le plus grand en a 1,4 million, mais ils ont tous les deux le même poids politique. C'est une garantie supplémentaire contre la tyrannie de la majorité. Récemment, à titre d'exemple, une majorité populaire s'est par exemple prononcée en faveur d'un article constitutionnel sur la politique familiale, qui aurait sans doute ouvert le champ à de plus amples interventions politiques dans ce domaine, alors qu'une majorité de cantons s'y est opposée, ce qui a eu pour effet que le projet n'est pas entré en vigueur. Merci les petits cantons d'avoir évité ce nouvel article constitutionnel. Les historiens économiques reconnaissent aussi que c'est au libéralisme et non aux institutions démocratiques que la Suisse doit sa prospérité relativement plus élevée. Durant la fenêtre libérale des années 1800, à la suite de la révolution industrielle, un nombre relativement important d'entrepreneurs pionniers, dont certains avaient migré de pays voisins, ont fondé des entreprises qui sont toujours en opération aujourd'hui au niveau mondial, comme Credit Suisse, Swiss Life, Swiss Re ou Nestlé. Mais avec les révisions constitutionnelles ultérieures, cet esprit d'entreprise a été nécessairement entravé par les tendances démocratiques et centralisatrices qu'elles ont engendrées. Je cite l'historien économique Joseph Jung, auteur d'un livre remarquable publié l'an dernier sur le succès économique suisse. L'esprit de pionnier s'affaiblit alors que les nouveaux impératifs de la démocratie rendirent les accomplissements majeurs plus difficiles. C'est à mon avis une interprétation correcte et l'esprit de pionnier a encore été mis à mal avec la croissance de l'État-providence de l'après-guerre, et cela même si la Suisse est toujours en tête de nombreux classements des libertés économiques ou de compétitivité. L'érosion n'est bien sûr pas toujours perceptible parce qu'elle est lente et parce que le secteur privé est très résilient et très productif, ce qui fait que les niveaux de vie continuent d'augmenter, mais moins rapidement qu'ils auraient pu le faire avec un poids de l'État moins prépondérant. Si la démocratie politique en tant que telle n'est pas pertinente pour la prospérité, la question reste de savoir quel genre de cadre institutionnel est le plus favorable à l'épanouissement de la liberté individuelle et entrepreneuriale, au-delà bien sûr d'une culture libérale et d'un climat d'opinion politique libérale. L'expérience de l'Europe ainsi que celle de la Suisse, comme nous le verrons, est très claire à cet égard. C'est surtout la fragmentation politique, à savoir la diversité et la concurrence des systèmes juridiques et fiscaux différents, qui expliquent pourquoi certains pays et continents ont eu plus de succès que d'autres. Le grand exemple historique de cette vérité est bien sûr l'Europe. La concurrence entre les systèmes politiques et l'absence de centralisation après la chute de Rome ont été des facteurs décisifs pour la Renaissance, les Lumières, la Révolution industrielle et l'immense prospérité
qui a suivi et l'immense augmentation de l'espérance de vie également qui a suivi. La fragmentation politique de l'Europe a permis à des individus productifs de voter par les pieds en prenant leur capital avec eux et en s'établissant dans des environnements plus respectueux de leurs droits. Cette fragmentation politique a également permis la dissidence politique de se développer, conduisant à l'émergence de villes marchandes, libres et de parlements, réduisant les taxes exorbitantes et arbitraires qui étaient imposées jusque-là sur l'activité créative. Et tout cela a favorisé des progrès similaires par émulation dans d'autres juridictions. Selon l'historien David Landis, que je cite ici, la fragmentation a donné lieu à la concurrence et la concurrence a incité à prendre soin des bons sujets. Les historiens pensent même que si l'Europe avait été un espace politique unifié, unitaire, elle serait restée sans doute une société pré-industrielle. Et malheureusement, le rêve de l'unité et de l'autorité d'une Europe politique a persisté jusqu'à ce jour. La fragmentation est généralement présentée comme une source de conflit. Et selon ce point de vue, l'Union européenne d'aujourd'hui et ses processus de centralisation seraient les bonnes réponses aux guerres du passé. En réalité, la fragmentation a toujours représenté le frein le plus fort aux oppressions politiques. La rivalité pacifique entre juridictions pour attirer de futurs résidents et la liberté de mouvement a fait toute la différence en Europe. Je cite ici Rosenberg et Birdsell, deux auteurs remarquables qui ont publié un livre il y a déjà quand même un certain temps, presque 30 ans, qui s'appelle « Comment l'Occident est devenu riche » et qui est un livre qui n'existe qu'en anglais, mais qui est tout à fait à recommander parce qu'il met le doigt sur les véritables facteurs qui expliquent l'essor de l'Occident. Et dans cette citation, il se peut qu'une condition préalable à la croissance économique soutenue soit le libre-échange à travers un espace divisé entre un certain nombre d'États rivaux, chacun trop petit pour rêver de guerres impérialistes et trop craintif de la concurrence des autres États pour imposer des extractions massives sur sa propre sphère économique. Voilà une explication remarquable, résumée, de l'essor historique de l'Europe. Ce qui a conduit à la guerre en Europe au cours des siècles, et surtout lors du siècle dernier, n'était pas la fragmentation, mais au contraire la centralisation et le rêve d'une unité européenne. La meilleure illustration en est évidemment l'Allemagne, dont la politique a causé tant de chaos sur le continent durant le siècle dernier. Or, l'Allemagne fut pendant des siècles l'un des empires les plus fragmentés en Europe, de 1648 jusqu'aux guerres napoléoniennes. Elle était composée de quelques 234 pays, 51 villes libres et quelques 1500 chevaleries indépendantes. Après le congrès de Vienne de 1815, le nombre de territoires politiques indépendants en Allemagne s'élevait encore à 39, et pourtant, les hommes politiques ont continué à pousser en faveur de plus de centralisation et d'unification, qui était simplement la mode, l'idéologie et bien sûr la volonté de pouvoir. Le grand poète allemand Wolfgang von Goethe s'était opposé en des termes limpides contre cette tendance dans son pays. Il écrivit « Supposez un moment que pendant des siècles, seules les deux capitales de Vienne et de Berlin aient existé en Allemagne, voire une seule d'entre elles. Je me demande alors ce qui serait advenu de la culture allemande et de la prospérité générale qui va de pair avec la culture. » L'expérience a montré que l'unification de l'Allemagne, l'unification de l'Italie, qui était également très fragmentée, ont eu des conséquences très fâcheuses au siècle dernier. Et donc, n'inversons pas les causes et les effets. L'avertissement de Goethe contre la centralisation allemande met en lumière l'erreur de penser que l'Europe d'aujourd'hui devrait être unifiée en une sorte de super-État bureaucratique pour éviter les conflits. L'expérience suggère que l'inverse est vrai. Alors comment cette diversité et cette concurrence s'appliquent-elles à la Suisse ?
Eh bien, d'une manière très puissante, car elle est de loin le pays le plus fragmenté d'Europe, avec 26 cantons ou demi-cantons et 2300 communes pour seulement environ 8 millions d'habitants. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent que la Suisse est trop européenne dans son essence pour devenir membre de l'Union européenne, dont les tendances centralisatrices, au-delà de ces 4 libertés, sont une trahison de l'idée européenne et des conditions de l'essor historique de l'Europe. Pour résumer concrètement les implications de la fragmentation et de la diversité institutionnelle, la conséquence la plus évidente de la concurrence est son impact bénéfique sur la prospérité, car un environnement plus favorable encourage l'accumulation de capital. Donc cela conduit bien sûr à plus d'investissements, plus d'emplois, plus de bien-être économique. La diversité et la concurrence permettent aussi la mise en œuvre de nouvelles pratiques et des idées politiques novatrices. Le frein à l'endettement, par exemple, qui est en vigueur en Suisse, a été décidé et mis en œuvre dans un certain nombre de cantons, tout d'abord, avant que l'idée fasse son chemin jusqu'au gouvernement central. Et bien précisément, cette diversité permet des innovations politiques de ce type. Et en règle générale, eh bien, plus les décisions politiques sont prises à un niveau proche des habitants et plus il est facile pour les résidents d'émigrer dans une autre juridiction proche de leur emplacement actuel, plus les politiques publiques sauront correspondre aux besoins et aux préférences réelles de la population. La fragmentation rend également les politiciens plus responsables car tout le monde sait où ils vivent. La diversité des juridictions est également une condition essentielle de la diversité individuelle, dans le sens où elle tente à restreindre le potentiel prédateur et coercitif du monopole territorial de la force qui définit l'État. Dans le cas de ce que l'on appelle les services publics fournis par l'impôt, où il n'y a pas de liberté de choix ni aucune incitation inhérente à améliorer la relation entre leurs coûts et leur qualité, eh bien l'existence de petits territoires ouverts et concurrentiels est souvent la meilleure garantie de restreindre l'impact de l'incompétence d'un gouvernement et le gaspillage politique de ressources. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher dans des exemples de tyrannie extrême, simplement pour mieux préserver les droits de propriété de la dissipation étatique. Eh bien, cette diversité joue un rôle important. Pour clore sur une citation de notre ami Benjamin Constant à nouveau, pour la morale, la justice, la paix, une certaine forme de bonheur et toutes les affections naturelles, les petits États sont préférables aux grands. C'est en cédant à des idées exagérées d'uniformité que les grands États sont devenus un fléau pour l'espèce humaine. Leur taille nécessite un activisme et une force au sein du gouvernement qu'il est difficile de contenir et dégénère en despotisme. Je vous remercie.